16 décembre 1944, forêt gelée des Ardennes, Belgique. Le vent hurlait à travers les pins noirs, chargé d'une neige fine qui s'infiltrait partout, collant les uniformes kaki à la peau transie. Le sergent américain Jack Harlan, du 2e régiment d'infanterie de la 1re division blindée, serrait son M1 Garand contre sa poitrine, le métal glacé mordant ses doigts engourdis. À ses côtés, le caporal français Pierre Duval, rallié aux forces alliées depuis la libération de Paris, scrutait l'horizon brumeux à travers les flocons. Le silence était oppressant, brisé seulement par le craquement distant d'une branche sous le poids de la glace ou le bourdonnement sporadique d'un moteur d'avion ennemi planant trop haut pour être abattu. Harlan ajusta son casque, sentant la sueur froide couler le long de son dos malgré le froid mordant. « Reste vigilant, Pierre », murmura-t-il en anglais, sa voix rauque étouffée par le foulard autour de son cou. Duval hocha la tête, ses yeux sombres plissés. Il avait vu trop de batailles, Anzio, la Normandie, pour ignorer le malaise qui planait. Les rapports radio crachotaient depuis l'état-major. Les Allemands massaient des troupes le long de la ligne de front, mais personne ne prenait ça au sérieux. C'est la contre-offensive des fêtes, avait plaisanté un officier à Bastogne la veille. Harlan n'en riait pas avec les rumeurs de divisions Panzer cachées dans les vallées. Soudain, un grondement sourd ébranla le sol, comme un orage souterrain. Les arbres tremblèrent, et une explosion lointaine illumina le ciel gris d'un éclat orangé. « Putain, c'est parti !» grogna Harlan, se jetant derrière un rocher couvert de givre. Duval arma son fusil MAS-36, le cliquetis métallique résonnant comme un avertissement. Des obus d'artillerie sifflèrent au-dessus d'eux, atterrissant dans un vacarme assourdissant qui fit voler la terre et les éclats de bois. Le front, censé être calme après des mois de progression alliée, se réveillait en furie. Les Boches avaient lancé leur Ardennes offensive, une frappe massive pour percer les lignes et reprendre l'initiative avant que l'hiver ne les achève. Au quartier général du général Dwight D. Eisenhower, à Versailles, l'ambiance était tout aussi tendue, mais plus feutrée. Les cartes s'étalaient sur une table éclairée par des lampes tamisées, marquées de flèches rouges indiquant l'avancée allemande. Le lieutenant-général Omar Bradley, commandant du 12e groupe d'armée, tapotait du doigt la zone des Ardennes, son visage buriné par les ans de guerre. « Il bluffe, Monty », dit-il au maréchal britannique Bernard Montgomery, qui sirotait un thé amer en observant la carte. Montgomery haussa les épaules, sa pipe fumante traçant des volutes dans l'air chargé de tabac. « Ne sous-estimez pas les restes de la Wehrmacht, Brad. Hitler a encore des as dans sa manche. Les divisions SS blindées, les Tigers et les Panthers sortis des usines de Panzers. » Mais personne n'imaginait l'ampleur. À l'aube, des milliers de canons allemands, plus de 1800 pièces dont les Nebelwerfer hurlants déferlèrent sur les positions américaines. Harlan et Duval rampaient maintenant dans la boue gelée, évitant les éclats qui labourèrent le sol. Vous sentez ce picotement dans la nuque, cette certitude que la mort rôde? Harlan la sentait, alors qu'il tirait sur un groupe de Fallschirmjäger, parachutistes allemands, qui surgissaient des fourrés comme des fantômes en feldgros. Une balle siffla près de son oreille, arrachant un cri à Duval qui riposta, abattant un ennemi d'une balle précise au torse. Le chaos s'installa rapidement. Les routes enneigées devinrent des pièges mortels. Les Sherman M4 des Américains patinaient dans la neige, leurs chenilles dérapant sur la glace, tandis que les Jagdpanzer allemands, camouflés de branches, embusquaient les convois. À Sainte-Witte, le colonel Hobbs, 7e armée blindée, luttait pour tenir la jonction vitale, mais les transmissions radio grésillaient d'ordres contradictoires. « Tenez la ligne, pas de retraite !» aboyait le major général Alan Jones depuis son PC improvisé, une ferme délabrée où les cartes s'empilaient en désordre. Pourtant, les lignes pliaient. Des villages entiers tombaient, Malmedy, où le massacre de prisonniers américains par la première SS Panzer Division laissait un sillage de sang sur la neige. Duval, le souffle court, rechargea son arme. « Il nous encercle, Jack. Si on ne contre-attaque pas, tout le front s'effondre. »
Harlan acquiesça, son esprit tournant à plein régime. Il avait entendu parler d'un plan audacieux, murmuré par les officiers supérieurs, une manœuvre risquée, impliquant les forces françaises libres du général de Gaulle, pour frapper les flancs allemands avant que la brèche ne s'élargisse. Mais c'était de la folie, traverser les Ardennes en plein hiver, avec des réserves limitées et un ennemi qui connaissait le terrain comme sa poche. Tandis que la nuit tombait, enveloppant les bois d'un manteau noir, les explosions continuaient, plus proches maintenant. Un P-47 Thunderbolt allié vrombissait au-dessus, larguant ses bombes sur un convoi de Half-Tracks Opel Blitz, mais c'était une goutte d'eau face à la marée. Harlan et Duval s'enfoncèrent plus loin, guidés par une lueur de feu au loin. Bastogne, la clé du front. Si elle tombait, les Alliés seraient coupés en deux, et l'Europe repartirait dans le cauchemar. Dans les tranchées boueuses, le doute rongeait les hommes. Un jeune GI, Tommy Wilkins, tremblait non pas de froid, mais de peur pure, serrant sa grenade comme un talisman. « On va tous crever ici », murmura-t-il. Harlan le gifla doucement pour le secouer. « Pas si on joue nos cartes. Écoute-moi, il y a un plan. Une manœuvre qui pourrait tout changer. » Mais au fond de lui, il se demandait si c'était plus qu'un espoir fou. La radio crachota enfin un message clair. « Ici Easy Red, ordre du haut commandement. Préparez la contre-attaque. La 101e Airborne tient Bastogne. Soutien en route. » Duval sourit pour la première fois, un éclat sauvage dans les yeux. Mais le grondement des panthères approchait et le front vacillait dangereusement. Si vous voulez suivre d'autres récits comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Les flocons redoublèrent, masquant les mouvements ennemis. Et Harlan sut que la nuit ne faisait que commencer. La manœuvre risquée était sur le point de se lancer. Mais à quel prix? La planification dans l'ombre de Bastogne. La nuit du 16 décembre s'étirait comme une plaie ouverte sur les Ardennes, où le froid s'infiltrait dans les os des hommes comme un poison lent. Jack Harlan et Pierre Duval s'étaient réfugiés dans une ferme abandonnée à la lisière de Bastogne, un abri précaire aux murs noircis par les obus et aux toits percés laissant filtrer la neige en tourbillons fantomatiques. Le sergent Harlan alluma une cigarette rationnée, la flamme de son zippo dansant comme un signal désespéré dans l'obscurité. Le tabac âcre emplit l'air, se mêlant à l'odeur de terre humide et de poudre brûlée. Duval, adossé à un ballot de foin moisi, nettoyait son MAS-36 avec des gestes méthodiques, ses doigts calleux luttant contre le gel qui raidissait le métal. « Les rumeurs circulent, Jack », murmura Duval en français teinté d'un accent parisien usé par l'exil. De Gaulle a dépêché des unités de la 2e division blindée. Leclerc en personne supervise. Il parle d'une manœuvre pour frapper le flanc sud des Boches, couper leur avance avant qu'ils n'encerclent Bastogne. Harlan tira une bouffée, expirant la fumée en volute qui se dissipait dans le vent qui sifflait par les fissures. Il avait capté des bribes sur la radio entre les interférences et les cris d'agonie des blessés évacués. La 500e division aéroportée, sous le commandement du brigadier général Anthony McAuliffe, tenait la ville comme un poing serré, mais les Panthers et les King Tigers de la 5e Panzerarmee de Hasso von Manteuffel grondaient aux portes, leurs chenilles broyant la route enneigée vers l'ouest. Au cœur de Bastogne, dans un sous-sol humide du quartier général de la 100e, l'ambiance était un mélange de fureur contenue et de calcul froid. Le major général Matthew Ridgway, fraîchement arrivé pour coordonner les 18e corps aéroportés, étalait des cartes chiffonnées sur une table improvisée, éclairée par des lanternes à huile qui projetaient des ombres dansantes sur les visages burinés. « Nous ne pouvons pas laisser les Allemands diviser le front », déclara-t-il d'une voix grave, son doigt traçant une ligne rouge le long de la rivière Ourthe. À ses côtés, le colonel français Philippe Leclerc, de Haute-Cloque, commandant de la 2e DB, hochait la tête, son uniforme impeccable, contrastant avec la boue qui maculait les bottes des Américains. Leclerc, avec ses yeux perçants et sa moustache taillée, incarnait l'esprit indomptable des forces françaises libres. Un homme qui avait traversé le désert du Tchad pour rejoindre les Alliés et qui maintenant, en ce cœur d'hiver, préparait une contre-attaque qui défiait la raison.
Vous imaginez la tension dans cette pièce étouffante? Le tic-tac d'une montre de poche, le crépitement d'une radio qui capte des messages codés de Versailles, et dehors, le hurlement des Nebelwerfer, ces orgues de Staline allemand qui semaient la terreur comme une symphonie infernale. Leclerc se pencha sur la carte, son bâton de commandement tapotant la zone entre Bastogne et Oufalise. Nous utiliserons nos M4 Sherman et les Half-Track M3 pour une percée éclair sur le flanc. Mais il faut de la vitesse, traverser les bois avant que la neige ne bloque tout. Mes hommes, les fusiliers marins et les tirailleurs sénégalais sont prêts. Ils connaissent le froid, ils l'ont affronté à Bir Hakeim. Ridgway acquiesça, conscient du risque. Une telle manœuvre, en pleine nuit et partant de blizzard, pouvait se transformer en désastre. Les Allemands, avec leur 116e Panzerdivision et leurs éclaireurs en Volkswagen Kübelwagen, patrouillaient les routes comme des loups affamés. De retour dans la ferme, Harlan reçut l'ordre par un messager à moto, un jeune lieutenant de la 10e division blindée, essoufflé et couvert de givre. « Sergent, vous intégrez l'escouade de soutien pour Leclerc. Rendez-vous à l'aube au carrefour de nos villes. La manœuvre commence. Frappez les arrières de la 2e Panzerdivision pour soulager Bastogne. » Harlan écrasa sa cigarette sous sa botte, sentant un frisson le traverser. Pas seulement le froid, mais l'adrénaline brute d'une mission qui pouvait inverser le cours de la bataille. Duval, qui avait servi sous Leclerc en Afrique, serra le poing. « C'est notre chance, Jack. Les Boches s'attendent à une défense statique. On va leur montrer la fureur française. » À l'aube du 17 décembre, alors que le soleil peinait à percer les nuages bas, les colonnes se mirent en marche. Les Sherman de la 2e DB, leurs tourelles pivotant avec un grognement mécanique, avançaient en file indienne sur des chemins boueux, flanqués par des Jeep Willys qui patrouillaient les bois. Harlan et Duval grimpaient dans un half-track, serrés contre des caisses de munitions et des bidons d'essence. Le moteur rugit, couvrant les jurons des hommes qui luttaient pour charger les obus de 75 mm. « Allez les gars, pour Paris, pour l'Europe !» cria un sergent français, sa voix portée par le vent qui fouettait leurs visages rougis. Mais le terrain était un traître. La neige masquait les fosses, et un premier Sherman s'embourba, ses chenilles tournant à vide dans la boue gelée. Les hommes sautèrent pour pousser, leur dos ployé sous l'effort, tandis que des éclaireurs allemands, en MG-42 mitrailleuses prêtes, rôdaient à proximité. Leclerc, depuis son char de commandement, un M4 baptisé Colmar en mémoire de la prochaine libération, observait par ses périscopes. « Pas d'hésitation », ordonna-t-il par radio, sa voix calme comme un roc au milieu du chaos. « Objectif, le village de Wardin, où les Boches ont leur dépôt de carburant. Si on les frappe là, leur avance s'essouffle. Les transmissions crachotaient, reliant les unités. La Task Force Cherry de la 3e armée de Patton, qui pivotait vers le nord depuis le Luxembourg, promettait un soutien, mais pour l'instant, tout reposait sur cette manœuvre risquée. Duval, fusil en bandoulière, scrutait les arbres. « Écoute ça », dit-il à Harlan, alors qu'un grondement sourd approchait. Un convoi allemand des Half-Track SDKFZ 251 transportant des grenadiers en direction de Bastogne. L'embuscade éclata sans avertissement. Harlan visa à travers la lunette de son garant, son cœur battant la chamade. Une rafale de mitrailleuses alliées, des Browning M1919 montés sur les Jeeps, faucha les premiers Boches, leur corps s'effondrant dans la neige rougie. Duval sauta du half-track, roulant dans un fossé pour éviter les balles traçantes qui zébraient l'air. « Couvrez-moi !» hurla-t-il, lançant une grenade Mills qui explosa près d'un Jagdpanzer camouflé, envoyant des éclats mortels dans les rangs ennemis. Harlan riposta, abattant un officier SS qui levait son MP40, le sang giclant sur le blanc immaculé. Le combat fut bref mais féroce. Les Sherman ouvrirent le feu, leurs canons de 60 mm tenant comme le jugement dernier, pulvérisant un bunker improvisé et forçant les Allemands à la retraite. Mais la victoire était fragile. Un éclat d'obus frôla l'épaule de Harlan, déchirant son manteau et laissant une brûlure cuisante. Duval le traîna à couvert, haletant. « On a gagné du temps, mais ils reviennent en force. » Leclerc pousse plus loin, vers le pont de l'Ourthe.
Tandis que les colonnes reprenaient leur avance sous un ciel qui s'assombrissait à nouveau, le front entier semblait retenir son souffle. Bastogne tenait toujours, mais la manœuvre n'était qu'à ses débuts, et les ombres des divisions Panzer s'allongeaient comme une menace inéluctable. Combien de vies faudrait-il sacrifier pour sceller la brèche? L'avancée traîtresse vers Oufalise. Le 17 décembre 1944, les routes enneigées menant à Oufalise se transformaient en un labyrinthe de morts gelés où chaque virage cachait un piège tendu par l'hiver impitoyable et les guetteurs allemands. Jack Harlan s'accrochait au flanc du Half-Track M3 qui brinque-ballait sur le chemin boueux, ses jointures blanchies par le froid qui mordait comme des crocs. À ses côtés, Pierre Duval chargeait un chargeur frais dans son MAS 36, ses yeux scrutant les bosquets sombres où la neige s'accumulait en congère traîtresse. Le convoi de la 2e division blindée française avançait en formation serrée. Une dizaine de Sherman M4 ronronnaient comme des bêtes affamées, leurs chenilles crissant sur la glace, flanqués par des jeeps Willys et des camions GMC chargés de munitions. L'air vibrait du grondement des moteurs diesel, mêlé au sifflement du vent qui fouettait les visages rougis, portant l'odeur âcre de l'huile chaude et de la peur contenue. Leclerc, depuis son char Colmar, dirigeait l'opération d'une main de fer, ses ordres transmis par radio en rafales courtes et précises. Pousser vers le sud-est, vers le pont de l'Ourthe, couper la 2e Panzer-Division avant qu'il ne renforce Manteuffel. Sa voix, calme et autoritaire, contrastait avec le chaos ambiant. Les fusiliers marins français, ces marins soldats endurcis par les combats en Normandie, avançaient en tête, leurs FM 24-29 mitrailleuses prêtes à cracher la mort. Harlan, intégré à l'escouade mixte, sentait le poids de cette manœuvre risquée, frapper les flancs allemands pour soulager Bastogne, où la 101e Airborne tenait bon sous un déluge d'obus. Mais le terrain était un ennemi à part entière. Les Ardennes, avec leurs vallées étroites et leurs forêts denses, favorisaient les embuscades. Un faux pas, et le convoi entier pouvait être anéanti. Vous ressentez cette tension, ce nœud dans l'estomac, alors que le half-track franchit un ruisseau gelé, les roues patinant sur la surface craquelées. Duval murmura une prière rapide en français, un reliquat de son enfance catholique, avant de pointer du doigt une crête boisée. « Là-bas, Jacques !» Des mouvements, Bosch en reconnaissance. Harlan leva ses jumelles, le verre embué par son souffle chaud. Des silhouettes en feldgros, des grenadiers de la 116e Panzer-Division se déplaçaient comme des ombres, leurs MP-40 ballottant contre leurs hanches. Un éclat de soleil perça les nuages, illuminant un Jagdtiger massif. Ce monstre de 70 tonnes, armé d'un canon de 128 mm, tapis derrière un talus. Le cœur de Harlan s'emballa. Un seul tir de ce géant pouvait vaporiser un Sherman en un clin d'œil. L'assaut commença par un signal radio, un sifflement strident d'une sirène alliée. Les Sherman pivotèrent leurs tourelles avec un grincement métallique et les premiers obus de 65 mm filèrent dans un hurlement, explosant contre le flanc du Jagdtiger dans une gerbe de feu et de métal tordu. L'équipage allemand riposta, son canon tonnant comme un dieu en colère, arrachant l'arrière d'un half-track voisin dans une explosion qui envoya des hommes voler comme des poupées de chiffon. Harlan sauta à terre, roulant dans la neige pour éviter les éclats, son M1 Garand crachant une salve qui faucha 2 grenadiers. Duval, plus agile, contourna un arbre fendu par un obus, lançant une grenade qui roula sous un SD KFZ 251, le faisant sauter dans une boule de feu orangée. Les cris des blessés, en allemand, en français, en anglais, se mêlaient au vacarme, un chœur discordant sous le ciel plombé. Au milieu du tumulte, Leclerc ordonna une manœuvre enveloppante. Une section de tirailleurs sénégalais, ces vétérans africains aux fusils à baïonnette fixe, contourna la crête pour harceler les arrières allemands. Leurs fusils, Maes 36, crépitaient en rythme, abattant les servants d'une MG 42 qui balayait la route d'une pluie de balles. Harlan, le souffle court, rechargea en rampant vers un fossé où il trouva un jeune fusilier français, blessé à la jambe, serrant son Thompson contre lui. « Tiens bon, gamin !» grogna Harlan en anglais approximatif, nouant un garrot avec sa ceinture. Le gamin, prénommé Jacques,
hocha la tête, les larmes gelant sur ses joues. Pour la France, on doit couper leur ligne de ravitaillement. C'était vrai. Les dépôts allemands à Oufalise, regorgeant de carburant pour les Panthers et les Half-Track, étaient la clé. Si la deuxième DB les atteignait, l'offensive de von Manteuffel s'essoufflerait comme un feu sans bois. Mais les Allemands ne se laissaient pas faire. Un contre-attaque surgit des bois. Une compagnie de la 2e SS Panzerdivision, ses fanatiques en capote noire, chargea avec une fureur désespérée. Leur Sturmgewehr 44, ses fusils d'assaut novateurs, arrosant les Alliés d'une grêle de projectiles. Un Sherman français, touché au chenillon, dérapa et s'écrasa contre un arbre. Son équipage rampant hors de l'épave en flammes, hurlant pour de l'aide. Duval visa un officier SS à moto, une BMW R75 avec sidecar, et tira. L'homme bascula, la machine glissant dans la neige dans une traînée de boue. Harlan, couvrant son ami, sentit une balle effleurer son casque, le métal vibrant comme une cloche funèbre. « Ils nous surpassent en nombre ici !» cria-t-il par-dessus le fracas. La radio de l'unité grésilla. « Soutien aérien en approche. P-47 Thunderbolt de la 9e Air Force. Tenez 5 minutes. » Les Thunderbolts arrivèrent comme des anges vengeurs, leurs moteurs Pratt & Whitney rugissant dans le ciel bas. Les mitrailleuses de 12, 7 mm des avions fauchèrent les lignes allemandes, tandis que des bombes de 500 livres s'abattaient sur les positions ennemies, creusant des cratères fumants dans la forêt. Les SS se replièrent en désordre, laissant derrière eux des carcasses de véhicules et des corps figés dans la neige. Leclerc, observant depuis son char, ajusta ses lunettes et transmit « Avancez sur Oufalise. La brèche se referme. » Le convoi reprit sa progression, plus lent maintenant, les Sherman escortés par des éclaireurs à pied qui balayaient les fossés. Harlan aida à hisser le blessé dans un jeep médical, sentant le poids de la fatigue s'installer, muscles endoloris, esprit embrumé par la poudre et le froid. Pourtant, la victoire était précaire. Des patrouilles allemandes, en Kübelwagen camouflés de branches, harcelaient les flancs, et les rapports radio indiquaient que la 5e Panzerarmée poussait toujours vers la Meuse, menaçant de couper les Alliés en deux. Duval, essuyant le sang de son visage, tapa l'épaule de Harlan. « On a gagné du terrain, mon ami, mais Leclerc prépare le coup suivant. Une frappe nocturne sur leur dépôt. Si on rate, Bastogne tombe, et avec elle, tout le front. » Tandis que le soleil déclinait, peignant les neiges d'un rouge sanglant, le convoi approchait de Oufalise, ses lumières tamisées perçant la brume. Les hommes savaient que la nuit apporterait de nouveaux assauts et que cette manœuvre, aussi audacieuse soit-elle, exigeait encore plus de sang pour sceller le destin de l'Ardenne offensive. Le grondement distant d'un convoi panzer rappelait que l'enfer n'était pas encore dompté. L'assaut nocturne sur les dépôts fatidiques. La nuit du 17 décembre 1944 enveloppait Oufalise d'un voile d'encre impénétrable, où la neige tombante étouffait les sons comme un linceul sur un champ de bataille agonisant. Jack Harlan rampait dans les ombres d'un bosquet de pins courbé par le gel, son souffle formant des nuages blancs qui trahissaient sa position à chaque expiration haletante. À ses côtés, Pierre Duval ajustait la sangle de son MAS 36, ses gants usés glissant sur le bois huilé, tandis que le convoi de la 2e division blindée s'immobilisait à la lisière du village. Les Sherman M4, leurs moteurs au ralenti ronronnant comme des fauves en embuscade, formaient une ligne sinistre sous la lune voilée, flanqués par des Half-Track M3 bourrés d'hommes et de caisses d'obus de 75 mm. L'air était chargé d'une odeur âcre de diesel et de terre remuée, ponctuée par le craquement occasionnel d'une branche sous le poids de la glace ou le sifflement lointain d'un obus allemand errant. Leclerc avait orchestré cette frappe nocturne avec une précision chirurgicale, ses ordres diffusés par radio en code bref pour éviter les écoutes ennemies. Objectif principal, les dépôts de carburant de la 2e Panzerdivision au cœur de Oufalise. Détruisez-les et Manteuffel perd son élan. Depuis son char Colmar, le colonel français scrutait l'obscurité à travers ses épiscopes, son visage illuminé par la lueur verte d'une carte tactique. Les fusiliers marins,
Ces durs à cuire aux uniformes kaki maculés de boue se déployaient en silence, leur FM 24-29, prête à balayer toute sentinelle. Harlan, le cœur battant au rythme des ordres murmurés, sentait la sueur froide couler le long de son dos malgré le froid qui engourdissait ses membres. Cette manœuvre risquée, une infiltration en force pour saboter les réserves allemandes, pouvait sceller le sort de Bastogne, mais un seul faux mouvement, et les King Tigers de von Manteuffel déferleraient comme une avalanche. Vous imaginez cette attente oppressante, ce silence avant la tempête où chaque ombre semble vivante. Duval toucha l'épaule de Harlan, un geste fraternel dans la nuit hostile. « Reste près de moi, Jack. Les Boches ont des patrouilles partout, des éclaireurs en Kübelwagen qui rôdent comme des rats. » Ils avançaient à pied maintenant, l'escouade mixte, américains, français, et même quelques tirailleurs sénégalais aux silhouettes trapues se faufilant entre les maisons en ruine de Oufalise. Le village, un amas de toits effondrés et de rues enneigées, abritait les dépôts, des citernes d'essence camouflées sous des filets de branches, gardées par une compagnie de grenadiers de la 116e Panzer, leur MG-42 montés sur trépied, scrutant les approches. Un feu de camp distant jetait des lueurs orangées, révélant des silhouettes en feldgrau riant autour d'une gamelle de soupe chaude, ignorant la mort qui s'approchait. Le signal vint d'un sifflement bas, une flûte alliée imitant un oiseau de nuit. Les Sherman bondirent en avant, leurs phares éteints, mais leurs chenilles broyant la neige avec un grondement sourd qui alerta les sentinelles. Une alarme stridente déchira l'air, suivie d'une rafale de MG-42 qui zébra la nuit de traînées lumineuses. Harlan plongea derrière un mur écroulé, son M Garand crachant une salve qui abattit un garde surpris, le corps s'effondrant dans un tas de neige rougie. Duval, plus à l'avant, visa un officier allemand qui hurlait des ordres en direction d'un bunker. Un tir précis au crâne, et l'homme s'écroula, son Luger glissant dans la boue. « Avancez! Pour les dépôts !» cria un sergent français, sa voix rauque couverte par le tonnerre des canons alliés. Les Sherman ouvrirent le feu en chœur, leurs obus de 64 mm filant vers les citernes dans des hurlements aigus. La première explosion illumina la nuit comme un soleil infernal, une boule de feu jaillissant d'une citerne perforée, envoyant des flammes lécher les Halftracks SDB KFZ, 251 stationnés à proximité. Les Allemands ripostèrent avec fureur. Un Pack 40 antichars tonna depuis une ruelle, son projectile de 75 mm traversant l'air pour frapper un Sherman en pleine tourelle. L'équipage hurla alors que le char s'embrasait, les flammes dévorant les hommes qui tentaient de s'échapper, leurs silhouettes se tordant dans l'enfer. Harlan chargea, contournant le brasier pour lancer une grenade Mills vers un groupe de grenadiers barricadés. L'explosion les faucha, leurs corps projetés contre les murs noircis. Au milieu du chaos, Leclerc coordonnait depuis son véhicule. Flanquez-les par l'est, les tirailleurs nettoyaient les flancs. Les Sénégalais, endurcis par les sables du désert et les pluies de Normandie, surgirent des ombres, leurs baïonnettes luisant sous la lueur des incendies. Un tirailleur, un géant nommé Kofi, planta sa lame dans le ventre d'un SS qui chargeait avec un MP-40, le sang giclant chaud sur la neige froide. Duval couvrait Harlan, qui rampait vers une seconde citerne, évitant les balles qui ricochaient sur les pavés gelés. « Couvre-moi, Pierre !» grogna-t-il, fixant une charge explosive, un paquet de TNT volé à un convoi allemand sous le réservoir. Ses doigts tremblaient, le froid et la peur se disputant son sang, mais il pressa le détonateur. L'explosion secoua le sol comme un séisme, une vague de chaleur balayant les combattants, carbonisant des caisses de munitions qui pétaradèrent en fusées erratiques. Mais les Allemands contre-attaquèrent avec une sauvagerie désespérée. Une section de la 2e SS Panzer, alertée par radio, déboula d'une rue adjacente en Halftracks, leur Sturmgewehr 44, crachant une grêle de balles qui faucha 3 fusiliers marins en pleine charge. Un obus de Jagdpanzer camouflé dans une grange pulvérisa un Halftrack allié, envoyant Harlan voler dans un fossé, l'oreille bourdonnante et le corps meurtri par les éclats. Duval le traîna à couvert,
bandant une entaille à son bras d'un chiffon improvisé. « On les a eus, Jack, les dépôts brûlent, regardez !» Les flammes dévoraient maintenant la moitié du village, une colonne de fumée noire s'élevant vers le ciel comme un signal de victoire précaire. Les Allemands, privés de carburant, reculaient en désordre, leurs moteurs tout sautant dans la nuit, abandonnant armes et blessés. Leclerc, émergeant de son char, observa le spectacle avec un hochement de tête approbateur, mais son regard restait vigilant. « Bonne frappe, mais ce n'est pas fini. Les renforts de Manteuffel arrivent de l'Est. On doit consolider avant l'aube. » Harlan se releva, aidé par Duval, sentant le poids de la fatigue s'abattre comme une chape de plomb. Des corps jonchaient la neige, amis et ennemis mêlés, leurs yeux vitreux fixant les étoiles indifférentes. Un jeune GI retrouvé agonisant près d'une jeep renversée murmura « On a sauvé Bastogne. Hein ?» avant de s'éteindre, son souffle s'évanouissant dans le vent. Harlan serra les dents, rechargeant son garand avec des gestes mécaniques. La manœuvre avait gagné du temps, affaiblissant l'offensive allemande, mais les rapports radio grésillaient d'alerte. Des divisions Panzer supplémentaires convergeaient et le front pliait encore ailleurs, tandis que les flammes d'Oufalise illuminaient l'horizon, projetant des ombres dansantes sur les visages épuisés. Duval tapa l'épaule de son camarade. « On a frappé fort, mais Leclerc prépare la phase finale, une poussée vers la Meuse pour clore la brèche. Si on tient, le front entier respire. » Pourtant, le grondement lointain de moteurs diesel allemands rappelait que la nuit portait encore ses crocs et que le sacrifice n'était pas achevé. Bastogne tenait, mais à quel prix pour l'aube naissante? La consolidation sous le feu des renforts. L'aube du 18 décembre 1944 se levait sur Oufalise comme un voile sale et ensanglanté, où les flammes des dépôts incendiés crépitaient encore, projetant des lueurs orangées sur la neige noircie et les carcasses fumantes de véhicules allemands. Jack Harlan s'appuyait contre le flanc d'un Sherman endommagé, son épaule bandée pulsant d'une douleur sourde qui irradiait jusqu'à ses doigts engourdis. L'air était saturé d'une odeur âcre de caoutchouc brûlé et de carburant évaporé, mêlé au relent métallique du sang qui tachait les uniformes. Pierre Duval, accroupi près d'une mitrailleuse Browning M1919 récupérée sur un half-track détruit, rechargeait les bandes de munitions avec des gestes précis, ses yeux sombres balayant les ruines du village. Les hommes de la 2e division blindée, épuisés mais vigilants, consolidaient leur position. Des fusiliers marins creusaient des tranchées improvisées dans la terre gelée, tandis que des tirailleurs sénégalais montaient la garde aux abords. Leurs fusils MAS-36 pointaient vers les bois environnants, où l'ombre des pins semblait se mouvoir comme des ennemis invisibles. Leclerc, descendu de son char Colmar pour inspecter les lieux, marchait d'un pas ferme entre les décombres, son bâton de commandement claquant contre sa botte. Son visage, marqué par les nuits sans sommeil, trahissait une détermination farouche. « Nous avons frappé au cœur. Messieurs, » déclara-t-il à voix basse lors d'un briefing hâtif sous un porche effondré, entouré d'officiers français et américains. La radio grésillait à proximité, transmettant des nouvelles fragmentaires de Bastogne. La 101e Airborne tenait toujours, repoussant les assauts de la 5e Panzerarmee de von Manteuffel avec une ténacité qui frôlait la folie. Mais les dépôts détruits n'avaient gagné que du temps. Les rapports indiquaient que des convois de ravitaillement allemands, en camions Mercedes L3000 chargés de bidons d'essence, contournaient Oufalise par des chemins secondaires, escortés par des Jagdpanzer K au canon de 75 mm prêts à cracher la mort. La phase suivante, poussée vers la Meuse pour clore la brèche. Mais d'abord, elle consolidait. Pas de relâchement, les SS rôdent. Harlan, assigné à une patrouille de reconnaissance, sentait le poids de cet ordre comme un étau autour de sa poitrine. Vous connaissez cette lourdeur dans les membres, ce mélange de fatigue et d'adrénaline qui rend chaque pas une lutte. Il hocha la tête à l'intention de Duval, et ils partirent avec une escouade mixte, 5 hommes, dont un sergent français nommé Henry et un GI nommé Riley, un gamin du Midwest au visage pâle sous son casque.
Ils s'enfoncèrent dans les bois au sud du village. Le craquement de la neige sous leurs bottes étouffé par le vent qui hurlait entre les troncs. Les jumelles de Harlan balayaient l'horizon brumeux, captant des mouvements. Des éclaireurs allemands en Volkswagen, Kübelwagen, leurs moteurs pétaradant faiblement, transportant des officiers de la 116e Panzer-Division qui gesticulaient sur des cartes froissées. « Ils se regroupent », murmura Duval, son accent roulant sur les mots comme un avertissement. « Si on ne les coupe pas, ils reforment la ligne et écrasent Bastogne. » De retour au poste de commandement improvisé, une église en ruine, où les vitraux brisés laissaient filtrer une lumière grise, Leclerc coordonnait avec Ridgway par radio. Le major général américain, depuis un PC à proximité de Bastogne, insistait sur l'urgence. Patton pivote sa 3e armée vers le nord, mais vos Français sont notre flanc est, tenez Oufalise, où la Meuse tombe. Les transmissions crachotaient, entrecoupées de cris d'artillerie lointaine, les Nebelwerfer allemands, ces lance-roquettes hurlant, semant la panique dans les lignes alliées. Harlan et son groupe revinrent, bredouilles, mais alertés. Un convoi ennemi approchait, une colonne de SDNKFZ, 251 Aftrak, transportant des grenadiers de la 2e SS Panzer, leurs capotes noires se fondant dans les ombres. 20 véhicules au moins, rapporta Harlan, essuyant la sueur de son front malgré le froid. Leclerc plissa les yeux. Préparez l'embuscade. Utilisez les Sherman pour bloquer la route principale et les fusiliers pour les flancs. La consolidation vira au combat quand le convoi allemand surgit à midi, sous un ciel bas chargé de flocons épars. Les Half-Track allemands, leurs mitrailleuses MG-42 montées sur pivot, avançaient en file, tractant des canons PAC-40 pour renforcer les positions de Manteuffel. Un guetteur français repéra le premier véhicule et le signal fusa. Un coup de sifflet strident. Les Sherman de la 2e DB, camouflés derrière des talus enneigés, pivotèrent leurs tourelles avec un grincement métallique et les obus de 64 mm filèrent dans un sifflement mortel. Le half-track de tête explosa en une gerbe de flammes, bloquant la route et forçant les suivants à freiner dans un chaos de cris et de moteurs hurlants. Harlan, posté sur un flanc avec Duval, visa à travers les branchages. Son M1 Garand abattit le conducteur d'un Kübelwagen qui tentait de contourner, la machine dérapant dans un fossé, dans une traînée de boue gelée. Duval, rampant plus avant, lança une grenade qui roula sous un second half-track, l'explosion envoyant des éclats dans les rangs des grenadiers qui sautaient à terre, leur MP40 crachant des rafales folles. « Couvrez les fusiliers !» hurla Henri, son FM 24-29, balayant une section d'ennemis qui chargeèrent la barricade. Les tirailleurs sénégalais, déployés sur l'autre flanc, fixèrent leurs baïonnettes et fondirent sur les survivants. Leurs cris de guerre, un mélange de wolof et de français, résonnant comme un défi primal. Un géant sénégalais, Kofi encore une fois, embrocha un SS qui visait Reilly, le sang chaud giclant sur la neige froide. Mais les Allemands ripostèrent avec une férocité fanatique. Un PAC-40, déployé à la hâte, tonna et traversa un Sherman, l'équipage français rampant hors des flammes, leurs uniformes en feu, hurlant pour de l'aide que personne ne pouvait prodiguer. Harlan sentit une balle effleurer sa cuisse, déchirant le tissu mais épargnant la chair. Il riposta, abattant un grenadier qui rechargeait sa MG-42, le corps s'effondrant sur son arme encore chaude. Reilly, le jeune GI, paniqua un instant, vidant son chargeur dans le vide avant que Duval ne le secoue. « Visez, bon sang, pas gaspiller !» Le combat dura 1 heure interminable, le sol labouré par les obus et jonché de corps figés. Les Sherman alliés, leurs chenilles pataugeant dans la boue, poussèrent l'avantage, écrasant les véhicules allemands sous leurs bandes d'acier. Leclerc, observant depuis un point élevé, transmis par radio, « Poussez-les en arrière, la Meuse est à portée !» Les SS se replièrent enfin, laissant derrière eux une quinzaine de véhicules en feu et des caisses de munitions abandonnées, leurs officiers jurant en allemand tandis qu'ils battaient en retraite vers l'est. Pourtant, la victoire était amère. Harlan compta les pertes. 2 fusiliers morts, un Sherman hors service
et Reilly blessé à l'épaule, gémissant dans un abri tandis qu'un médic lui injectait de la morphine. Duval, couvert de suie, offrit une cigarette à Harlan. « On a tenu, Jack. Les dépôts sont à nous, et Bastogne respire. Mais les renforts de Manteuffel, des King Tiger de la 5e Panzer, grondent au loin. Leclerc veut avancer avant la nuit. » Les hommes consolidaient maintenant les positions avec ce qu'ils avaient, sacs de sable improvisés, mines Teller anti-chars enterrées dans la neige et des sentinelles postées au carrefour. La radio crachota un message d'Eisenhower depuis Versailles. « Bon ouvrage, soutien aérien en route, B-26 Marauders pour bombarder leurs lignes arrière. » Mais Harlan savait que l'hiver ardennais ne pardonnait pas. Le froid s'infiltrait, raillant les blessés et engourdissant les vivants. Tandis que le soleil déclinait, peignant les flammes résiduelles d'un rouge sombre, le convoi se préparait à la poussée finale vers la Meuse. Leclerc réunit ses officiers, une dernière fois. Cette manœuvre a sauvé le front pour l'instant, mais clore la brèche exige tout, pas de retraite. Harlan, rechargeant son garant, échangea un regard avec Duval, un mélange de fatigue et de résolution. Les grondements allemands approchaient et la nuit promettait plus de sang. Bastogne tenait, le front vacillait moins, mais la manœuvre risquée touchait à son apogée et le prix à payer montait encore, ombre menaçante sur l'horizon enneigé. Le 19 décembre 1944, les rives gelées de la Meuse s'étendaient comme une barrière fantomatique sous un ciel d'acier, où le vent charriait des flocons épars qui collaient aux barbes des hommes comme des larmes figées. Jack Harlan, le fusil M1 garant, en bandoulière et l'épaule encore douloureuse de la veille, chevauchait dans un Jeep Willys brinque-ballante qui slalomait sur la route défoncée menant à Dinant. À ses côtés, Pierre Duval serrait un thermos de café tiède, son MS-36 posé sur les genoux, tandis que le convoi de la 2e division blindée française, une colonne de Sherman M4 aux chenilles alourdies par la boue et la neige, avançait en formation dispersée pour éviter les tirs d'artillerie. L'air vibrait du ronronnement des moteurs diesel, mêlé au crépitement distant des Nebelwerfer allemands qui labouraient des collines en arrière-plan, et à l'odeur persistante de poudre et de caoutchouc brûlé qui imprégnait les uniformes. Leclerc, depuis son char de commandement Colmar, pilotait l'assaut final avec une résolution inébranlable, ses ordres radios claquant comme des coups de fouet dans l'éther saturé d'interférences. Objectif, sécuriser le pont de Dinant et clore la brèche vers la Meuse. Patton approche du sud avec sa 3e armée. Nous sommes leur flanc nord. Pas d'hésitation. Frapper les restes de la 5e Panzer de Manteuffel avant qu'ils ne traversent. La manœuvre risquée, lancée 3 jours plus tôt dans l'ombre de Bastogne, touchait à son apogée. Les dépôts de Houffalize en cendres avaient ralenti l'offensive allemande, mais von Manteuffel, avec ses King Tigers et ses grenadiers SS fanatisés, poussait encore ses SD KFZ. 251 half-track bondés, filant vers la rivière comme des bêtes assoiffées. Bastogne tenait toujours, la 101e Airborne sous McAuliffe, repoussant les assauts avec un Neutz légendaire, mais le front entier, du Luxembourg à la Belgique, vacillait sur le fil du rasoir. Vous sentez cette urgence qui serre la gorge, ce mélange de froid mordant et d'adrénaline brute, alors que la Jeep franchit un gué gelé, les roues patinant sur la glace craquelée de la laisse. Harlan essuya la buée de ses jumelles, repérant des éclaireurs allemands, des silhouettes en feldgros sur des motos BMW R75 qui patrouillaient les berges. Ils sont là, Pierre, une compagnie au moins, avec des PAC 40 pour couvrir le pont. Duval hocha la tête, son visage buriné par les combats, et transmis par talkie-walkie. Éléments ennemis confirmés, demande appui Sherman. Les fusiliers marins français, déployés en avant-garde, avançaient à pied, leurs FM 24-29 mitrailleuses balayant les fourrés où la neige masquait les pièges. Un tirailleur sénégalais, Kofi le géant, marchait en tête, sa baïonnette fixée comme une extension de son bras musclé, ses yeux scrutant les ombres avec l'instinct d'un chasseur d'Afrique. L'assaut éclata à l'approche de Dinant, quand un obus de 90 mm l'allemand,
Ses canons, acte, craints de tous, siffla au-dessus des Sherman, explosant dans un champ voisin et envoyant une gerbe de terre gelée sur le convoi. Harlan sauta de la Jeep, roulant dans un fossé pour éviter les éclats, son cœur cognant comme un tambour de guerre. Les chars français ripostèrent en chœur, leurs canons de 75 mm tonnant dans un vacarme assourdissant qui fit trembler les rives. Un King Tiger massif, camouflé derrière un mur en ruine, pivota sa tourelle monstrueuse, son canon de 96 mètres, crachant un projectile qui traversa un half-track M3 allié, l'équipage français hurlant alors que les flammes les enveloppaient. Duval, couvert par un talus, visa un servant de MG-42 perché sur le pont. Un tir précis et l'arme se tut, le corps de l'Allemand basculant dans les eaux noires de la Meuse. Leclerc, observant par ses périscopes, ordonna une manœuvre enveloppante. Flanqués par l'ouest, les tirailleurs, nettoyez les berges. Les Sénégalais chargèrent avec une fureur contenue, leurs fusils crépitant en rythme, abattant une section de grenadiers de la 116e Panzer, qui tentait de miner le pont. Kofi planta sa baïonnette dans le torse d'un SS, qui levait son Sturmgewehr 44. Le sang chaud giclant sur la glace froide, tandis que l'homme s'effondrait en gargouillant. Harlan, rampant vers le centre du pont, lança une grenade Mills qui roula sous un Jagdpanzer IV embusqué, l'explosion soulevant le véhicule dans une boule de feu et de métal tordu. « Le pont est à nous !» cria-t-il par-dessus le fracas, aidant un fusilier blessé à se relever, le sang coulant de sa tempe sur son uniforme kaki. Mais les Allemands contre-attaquèrent avec une détermination désespérée, von Manteuffel jetant ses réserves dans la mêlée. Une vague de half-track Opel Blitz chargée de munitions, escortée par des Panthers dont les chenilles broyaient les pavés enneigés. Une rafale de MP-40 faucha 2 tirailleurs, leur corps s'effondrant dans la neige rougie, et un obus toucha un Sherman français en pleine chenille, l'immobilisant dans un grincement plaintif. Duval couvrit Harlan, son MAS 36, abattant un officier allemand qui hurlait des ordres depuis une Kübelwagen. « Rückzug, die Brücke halten !» Le combat se transforma en corps à corps sanglants sur le tablier du pont, où les baïonnettes s'entrechoquaient et les grenades roulaient comme des dés mortels. Reilly, le jeune GI du chapitre précédent, encore pensé à l'épaule, vida son Thompson sur un groupe de grenadiers, son visage tordu par la peur et la rage, avant qu'une balle ne l'abatte net, son corps glissant dans la rivière avec un plouf étouffé. Au milieu du tumulte, la radio grésilla enfin un Alléluia. Ici la 4e division blindée de Patton. Soutien arrive. T-34 et Sherman en approchent depuis le sud. Les colonnes de la 3e armée américaine, pivotant depuis le Luxembourg sous les ordres du général George S. Patton, déferlèrent comme une marée d'acier, leurs canons de 77 mm pilonnant les flancs allemands. Les Thunderbolts de la 9e Air Force vrombissaient au-dessus, larguant leurs bombes de 500 livres sur les réserves de Manteuffel, creusant des cratères fumants dans les bois. Les Panthers allemands, à court de carburant après les frappes d'Oufalise, s'essoufflèrent, leurs moteurs calant dans la neige, tandis que les équipages abandonnèrent les épaves pour se replier à pied. Leclerc, émergeant de son char, leva le poing. « La brèche se referme, poussez-les vers l'est !» L'assaut culmina en fin d'après-midi, quand les dernières positions allemandes cédèrent. Un convoi de SD KFZ 251 tenta une percée finale vers la Meuse, mais les Sherman alliés, soutenus par les half-track français, les encerclèrent dans un tir croisé dévastateur. Harlan, le souffle court et les mains noircies de poudre, abattit un fuyard SS d'une balle au dos, sentant un vide grandir en lui. Combien de vies pour ce pont, pour ce front sauvé. Duval, couvert de sang ennemi, tapa son épaule. « C'est fini, Jack. Manteuffel bat en retraite. Bastogne est sauve et avec elle l'Europe. » Les hommes consolidaient maintenant le pont avec des sacs de sable et des mines, tandis que les médics évacuaient les blessés sur des jeeps GMC, leurs gémissements se perdant dans le vent. Leclerc réunit ses officiers au crépuscule, sous un ciel qui s'éclaircissait enfin, les flocons cessant comme un répit divin. Cette manœuvre a inversé le cours. Les Alliés tiennent. Hitler a gaspillé ses dernières réserves.
Les rapports radio d'Eisenhower confirmaient l'Ardenne offensive s'essoufflait, les divisions Panzer affaiblies par le froid, le manque de fuel et les frappes alliées. Bastogne, assiégé mais invincible, devint le symbole de la résistance. Le front, au bord de l'effondrement, se stabilisa, permettant à Montgomery et Bradley de contre-attaquer. Harlan, adossé à un mur, alluma une cigarette, inhalant la fumée âcre qui masquait l'odeur de mort. Duval, à ses côtés, murmura « On l'a fait, mon ami, pour tous ceux qui sont tombés. Les sacrifices, les corps gelés sur les routes, les chars en feu, les amis perdus, pesaient lourd, mais la brèche était close, l'Europe sauvée d'un hiver de chaos. » Tandis que les premiers renforts de Patton traversaient le pont sous les acclamations fatiguées, Harlan leva les yeux vers l'horizon ouest, où le soleil couchant peignait les Ardennes d'un or pâle. La guerre n'était pas finie, Berlin appelait encore, mais cette manœuvre risquée avait rallié un front entier du gouffre, un fil d'espoir tissé dans le sang et la neige. Les hommes savaient que demain apporterait de nouveaux combats, mais pour l'instant le silence régnait, brisé seulement par le craquement du feu et les murmures de victoire.